Plata de Keda, au premier cas d'arrêt de roi, un cas d'arrêt de roi du Mambe, Kansene, Kanuna Soni, et Benwama. La nouvelle, nous sommes venus rendre visite aujourd'hui au peuple Mona dans le département de Mankono. Les Mona ne sont pas les seuls habitants de cette région. Outre les Mona, la population du département de Mankono est composée de Sia, de Ouan, de Gouro, de Koro, de Koya, de Nibi, de Kanyane et de Mbato. Mais de toutes ces populations, notre choix s'est uniquement porté sur le peuple Mona, surtout à cause de sa spécificité. Découvrons donc ensemble le peuple Mona, son histoire et quelques aspects de sa manière de vivre. Bonsoir. L'histoire des Mona se confond dans une large mesure, à la fois avec celle des Sia et celle des Ouan. Leur histoire est surtout caractérisée par les agissements tristes des hommes de l'Almami Samori Touré sur leur territoire. Des actes qui n'ont d'ailleurs laissé que comme souvenir que pillages et massacres. Comme les Gouro, les Koro, les Koya, les Nibi, les Ouan et leurs voisins, les Mona se disent appartenir à la grande famille des Mandés venus du Mali pour fonder le Koyeradou vers 1750. Au dire de Monteil, dans l'Empire du Mali, bulletin du comité historique et scientifique de la Ouest, qui date de 1929, les limites du pays désigné sous le nom Mandé étaient difficiles à déterminer. Mais selon l'historien Bokar Ndiaye, dans son ouvrage Groupe ethnique au Mali, collection hier, l'on peut avancer que le Mandé, à l'origine, comprenait la vallée supérieure du Niger et les pays riverains des affluents du fleuve Sénégal. Le tout forme un triangle limité au nord par la voie ferrée, à l'est par le Niger jusqu'à Bamako, au sud-ouest par les monts du Fouta-Djallon dans l'actuelle République de Guinée, au nord par le plateau de Bélédou et à l'ouest par le bassin au fleuve Noir, affluent du fleuve Sénégal. Le peuple Mouna fait partie aujourd'hui des différentes populations que compose le département de Mankono. Ce département est limité au nord par les départements de Korogo et Bondiali, au sud par le département de Zenoula, à l'est par le département de Boaké et Katiola et à l'ouest par le département de Séguéla. On rencontre notamment les Mona dans le centre-ouest de Mankono, aux côtés de Koya et de Kanyene, et dans le sud de la sous-préfecture de Kongasso, aux côtés des Sia. En gros, les Mona occupent la portion de terre comprise entre la sous-préfecture de Mankono, la sous-préfecture de Kongasso et celle de Kounaïri. Actuellement, la majorité des Mona vivent dans des villages rattachés à la sous-préfecture de Kounaïri. Le peuplement de la région s'est effectué de façon spécifique, suivant les différents groupes,
comme l'indiquent les détenteurs de la tradition orale, en pays Mona. Nakoze davi mande. Ne mande o davi fa la Guinée. Bure la rawa manque de jabadi de jabon blassa. Tous les monans viennent du Mandé. Le Mandé se situe dans l'actuelle Guinée. C'est suite à des guerres que nous sommes partis de la Guinée et nous avons transité dans l'actuelle région de Man avec les Yakuba. Et il y a eu des histoires sur des femmes pour des problèmes d'adultère entre nous, entre les Monans et les Yakuba. Et nous sommes séparés des Yakuba pour venir sur notre site actuel. Mais nous avons transité par Séguéla. Et pendant notre parcours, nous n'avons pas trouvé de village. Et lorsque nous avons aperçu Séguéla, nous sommes éloignés de Séguéla, nous sommes passés tout juste à côté et pour venir sur le site actuel. Et depuis là, nous sommes installés ici. En arrivant dans la région actuelle de Mankono, quelles étaient les populations trouvées sur place? C'était un vide total. Bajasso est le premier village et le second est le village de Tobasso. Nous n'avons trouvé personne ici. Nos voisins, les Koya, nous ont trouvé ici. C'est nous qui leur avons donné la terre qu'ils occupent actuellement. Pourquoi l'on vous appelle Mona? Nous appelons Mouan parce que nous étions du côté du Libéria avec nos frères Yakuba et après les difficultés que nous avons eues, les guerres tribales, nous sommes levés ensemble. C'est donc un mouvement d'ensemble. Mouan. Le Mona se reconnaît d'abord par son habillement, le pain traditionnel noir. Ensuite, le Mona se reconnaît par des cicatrices, 3 petites cicatrices sur le front. Et le Mona se taillait aussi les dents. C'est par ces 3 formules-là qu'on pouvait reconnaître un homme Mona. Qui sont les voisins des Moda? Nos voisins immédiats, c'est les Koya qui sont là. Bon, à côté d'eux, nous avons les Sia et les Gouro de l'autre côté et les Koro du côté de Tchéningwe. Quelles sont les relations qui existent entre les Mona et leurs voisins? Les Koya sont nos voisins immédiats. Nous étions dans de très bons termes avant la colonisation. Mais lorsque le colon est venu s'installer, que l'administration coloniale s'est installée à Mankono, nos frères Koya ont été utilisés pour nous maltraiter. Et depuis lors, il y a eu le divorce total jusqu'à l'indépendance. Depuis que la Côte d'Ivoire est devenue indépendante, cette pression n'existe plus. Et nous sommes actuellement en de bons termes. Il y a des mariages entre nous. On se marie entre nous, ils nous donnent leurs filles, nous leur donnons nos filles. Mais comme ils sont musulmans, on doit forcément prier si on veut prendre une fille Koya. La différence entre les Mona et leurs voisins, c'est une différence linguistique. Le Mona est une langue à part, le Koya est une langue à part et les autres parlent leur langue. Lorsque vous arrivez dans un village que vous saluez, bon, selon la réponse, vous pouvez savoir qu'un tel est Mona ou un tel est Malinké. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que les uns sont musulmans et les Monas sont animistes. L'habillement est une différence aussi. Généralement, les musulmans sont en long boubou, alors que les Monas sont en culotte traditionnelle.
Au premier degré de l'organisation de la collectivité Mona se trouve le village Ouwa, en langue Mona. Généralement, à l'origine de la fondation d'un village, chez les Mona, se trouve une activité de chasse. Tout commence par là. Le chasseur découvre une région giboyeuse et fertile. Et c'est l'installation d'un campement qui se peuple progressivement et devient village. Pour toute première construction, le chasseur doit charpenter pour savoir le sort que lui réservent les lieux choisis. L'habitat en pays Mona, c'est la case ou c'est, surtout la case ronde en banco classique que l'on rencontre partout et qui est composée d'un mur cylindrique recouvert d'un toit de chaume ayant la forme d'un cône régulier. La case rectangulaire est très rare dans la société Mona traditionnelle. Ici, comme dans la plupart de nos villages, la propriété est de rigueur, notion qu'on a tendance à négliger aujourd'hui et certains habitants de nos villes. Les cases ont généralement deux portes. L'une sert d'entrée principale et l'autre d'issue de secours. Elles sont orientées en fonction de la direction du vent et de l'orientation de la cour qui est de forme circulaire. Une porte en principe ne doit pas donner d'eau à la cour principale dans un village Mona. Ce qui est certain, c'est que tous les Mona ont des villages d'attache. Mais une question saute à l'esprit. Comment est organisé le peuple Mona sur le plan sociopolitique, culturel et économique? Dans l'ancien temps, tous les villages Mona étaient indépendants. Chaque village était placé sous l'autorité du patriarche. Le patriarche dirigeait le village avec un conseil de sages. Lorsqu'il y avait des problèmes à régler dans le village, le patriarche était saisi. Il convoquait le conseil composé des membres les plus influents et des sages de chaque famille. C'est ce conseil qui dirigeait le village. Il n'y avait pas de chef en tant que tel. La chefferie du village telle qu'elle est conçue aujourd'hui est un phénomène de la colonisation. L'administration a demandé à chaque village de désigner un représentant. Et ces représentants ont été désignés et l'administration leur a donné le nom de chef de village. Le chef de village a pour compétence de régler tous les litiges auxquels les citoyens du village sont confrontés. Lorsqu'il y a des problèmes de divorce, on vient le saisir et il convoque les membres du comité de sages. Lorsqu'il y a des problèmes de terre, c'est lui qui est saisi. Il est compétent en toutes les matières, sauf celles qui dépassent de sa compétence, qui sont portées devant le sous-préfet, l'autorité suprême. Il y a le chef de terre et il y a le chef de village. Le chef de terre n'est pas nécessairement le chef de village. Le chef de terre se fait aider par d'autres sages. Et c'est celui à qui on confie la responsabilité qui devient le chef de village. Mais le chef de terre, il a une autre responsabilité. Il est touché en tant que chef de terre lorsqu'il y a des problèmes qui se passent sur son territoire. Et à ce moment-là, il informe le chef de village. Et c'est le chef de village qui est reconnu comme l'autorité et qui fait appel au conseil des sages pour trancher. Le chef de terre n'est pas forcément le chef de village. Le fondateur du village n'est pas forcément le chef du village. Il n'existe pas de caste d'artisans à proprement parler en pays Mona, mais une certaine division du travail. Les femmes, par exemple, filent le coton, alors que les hommes le tissent pour en faire des vêtements. Les femmes Mona font preuve d'un goût artistique inné
notamment dans la fabrication d'ustensiles de cuisine à base d'argile. La poterie est exclusivement fabriquée par les femmes. Les ustensiles de ménage et de cuisine sont variés. Ils se composent de marmites, de canaries d'eau, de soupières en argile cuite, de calebasses, de louches en bois, de tamis. La femme Mona reconnaît la bonne argile par rapport à la mauvaise argile qu'elle manie d'ailleurs avec dextérité. Elle joue un très grand rôle dans la société. Quelle est la place de la femme en pays Mona? La femme est le complément indispensable de son mari. Elle fait les mêmes activités agricoles que son mari et en plus de ça, elle joue son rôle de ménagère et son rôle de procréatrice. En assemblée, est-ce que la femme a droit à la parole? Lorsque le conseil de ça se réunit, les femmes assistent à l'audience. Elles n'ont pas le droit à la parole. Sauf seulement si on leur donne la parole pour témoigner. Dans le cas contraire, si une femme n'est pas sollicitée pour témoigner qu'elle prend la parole, on lui demande de prendre le large, de se taire et de quitter les lieux parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de femme, il s'agit d'un problème d'homme à homme. Et quand il s'agit d'un problème de femme? Lorsque les femmes sont impliquées dans le litige, évidemment, elles sont interrogées pour témoigner, elles sont interrogées également pour dire ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles ont fait pendant ce conflit. Dans le cas contraire, si les femmes assistent à l'audience en tant qu'observatrices, elles n'ont pas droit à la parole. Que le vieux essaye de nous expliquer le processus du mariage en pays Mona. On ne peut pas donner sa propre fille en mariage à son fils. Lorsque votre fils est en âge de se marier, vous regardez dans le village, vous découvrez une petite fille ou bien une demoiselle qui vous plaît. Vous allez demander la main à son père. Vous faites une délégation et le père de la fille consulte sa femme. Si sa femme donne son accord, la délégation revient vous dire que les parents ont accepté de vous donner leur fille. À partir de ce moment, vous tissez les relations de beaux-parents. Et chaque fois qu'ils ont du travail à faire, vous êtes sollicité, vous envoyez vos enfants pour travailler dans leur champ. À chaque funéraille, vous leur envoyez du bangui, du vin de palme. Et chaque cérémonie, vous êtes présent en tant que beau, jusqu'à ce que la fille ait l'âge de se marier. Et quand elle atteint cet âge, on vient l'accompagner chez vous. Elle devient l'épouse de votre fils. Il y a une autre manière de se marier en pays Mona, l'enlèvement. En fait, l'enlèvement ne fait pas partie de la procédure du mariage. C'est source de conflit. Lorsque vous allez au marché, une fille vous plaît que vous l'enlevez pour qu'elle devienne votre femme, c'est source de conflit. Ce n'est pas une procédure de mariage en pays Mona. Lorsque vous avez demandé la main de la jeune fille et qu'elle a atteint l'âge de se marier, et que elle commence à avoir des copains dans le village, on informe ses parents. À partir de ce moment-là, ses parents autorisent au futur mari de l'enlever. Et en ce moment, on attend le soir au clair de lune, son futur mari cherche ses copains, ils viennent, ils l'enlèvent, et il n'y a pas de discussion, elle devient sa femme. Comment on nomme un enfant en pays Mona? Lorsqu'un enfant est né, quel que soit le sexe, la première réaction, c'est d'aller voir le charlatan pour nous dire quel est le nom qui convient à l'enfant. L'enfant peut être l'homonyme d'un masque, le do, le djé ou le kawa. Si c'est une fille, elle peut être aussi l'homonyme d'un même masque. Et on invite donc toute la famille, on donne un pot de vin, un canari de vin avec un poulet et on adore l'esprit du masque en question. Si c'est un garçonnet,
l'enfant prendra le nom de Doné ou Dona lorsque c'est une fille. L'enfant prendra le nom de Dje ou Djene lorsque c'est un garçon, ou Djena lorsque c'est une fille. L'enfant prendra le nom de Kawa lorsque c'est un garçon en ce qui concerne le Kawa. Et on peut également donner le nom d'un ancêtre à l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'esprit de tel ancêtre décédé qui est revenu. Et on ne fait que répéter le nom de l'ancêtre. En cas d'adultère en pays Mona, et quelles sont les sanctions appliquées à l'individu? La sanction de l'adultère en pays Mona est évaluée à une somme de 10 000 francs, un cabri et 2 poulets. Lorsque cette amende est payée, la femme retourne chez son mari. L'affront est ainsi lavé. En cas d'adultère, on offre des choses au mari. Est-ce que le mari a le droit de refuser? Lorsque l'adultère est commis et que les amendes sont payées, le mari n'a pas le droit de refuser cette amende. Il appartient à la femme de dire que je ne veux plus retourner chez mon mari. Dans ces conditions, c'est le divorce et l'ancien mari réclame le remboursement de la dot. Et tout ce qu'il a fait à la femme, à ses oncles, à ses parents, jusqu'au dernier jour de la séparation, est comptabilisé dans le remboursement de la dot. Quelles étaient les activités principales exercées par les Mona autrefois? Autrefois, le Mona vivait essentiellement de l'agriculture. Nous faisons le champ d'igname, de manioc, de riz, de coton. Et ce coton est filé par nos femmes pour faire le pagne. Nous faisons aussi la culture de palmiers à huile. Et ces palmiers sont extraits pour boire le bangui. Et on fait aussi l'huile de palme qui est destinée à la vente et à la cuisson de nos nourritures. Les Mona sont de grands cultivateurs. Partout, on peut admirer des champs vastes, bien entretenus. Durant toute l'année, hommes, femmes et enfants